Voilà, nous avons Franck Thibault et Michel Barabel qui vont réagir sur la mobilité et sur votre technologie. Donc Franck, pour rappel, tu as rejoint Sanofi en 2011, où tu diriges depuis 2019 le centre d'expertise dédié aux analytiques RH et au strategic workforce planning, avec pour mission toujours d'anticiper les tendances d'évolution des effectifs, des compétences et des métiers pour proposer des solutions les plus adéquates sur la mobilité notamment. Et donc, suite aux interventions, nous te laissons donc partager ton avis quant aux outils et quant aux avis tranchés également. Euh, Franck, si tu nous entends, nous te laissons la main pour partager ton expertise. Écoutez, d'abord, merci pour votre invitation. Je ne sais pas si chez Sanofi on hack quoi que ce soit, mais en tout cas, ce qui a été dit sur les compétences m'intéresse au plus haut point, puisque c'est vrai que j'ai en charge le Strategic Workforce Planning pour le groupe. Et dans le Strategic Workforce Planning, une des composantes essentielles, c'est bien sûr d'essayer d'anticiper quels seront les gaps de compétences à moyen terme, c'est-à-dire on se projette à un horizon 2, 3 ans, 4 ans. Alors, il y a une dizaine d'années, dans cette industrie de la pharma, on avait fait face à cet enjeu, notamment lorsqu'il s'était agi de passer du métier de la chimie à la biologie, et ça s'était fait bon an, mal an sur quelques années. Aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de passer de compétences par exemple en biologie, à des compétences de biotechnologie, etc., c'est beaucoup plus compliqué, ça va beaucoup plus vite. Et c'est vrai que les outils que le marché peut nous amener aujourd'hui nous intéressent au plus haut point parce qu'ils permettent d'aller beaucoup plus vite sur le repérage des compétences. Alors, ce que je veux dire quand même, il y a quand même quelques points. Alors nous, on a fait pas mal de projets de workforce planning. À 90% à chaque fois, c'était drivé par des problématiques d'écart de compétences. Et là, ce que je voudrais dire, c'est plusieurs choses pour que ça marche. Parce qu'on on a parfois le sentiment que la machine va nous dire beaucoup de choses. Et pour moi, la machine, c'est juste un insight. C'est-à-dire qu'elle ne remplace certainement pas tout le travail qu'on fait avec les opérationnels pour les interroger sur les compétences, bien sûr, d'aujourd'hui, mais surtout de leur demander en tant qu'experts de leur métier les compétences de demain. Et c'est vrai dans tous les métiers, finance, marketing, médical, etc. Donc ça ne remplace pas ça. Ça ne remplace pas non plus le travail avec les managers qui consiste à forcer aussi un peu la mobilité. C'est-à-dire que cette mobilité, de l'idée de bouger d'un métier à un autre ou d'une organisation à une autre, elle ne peut fonctionner que si les managers jouent le jeu. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, on a des objectifs, nous, très précis dans le groupe. On a certaines catégories de personnes pour lesquelles on souhaite avoir 80% de move en interne et très peu, du coup, de recrutement en externe, de 70 à 80% de move interne, et ça, c'est très important pour nous. L'autre facteur de succès aussi quand même, c'est l'autonomie qu'on laisse aux collaborateurs. Et c'est là où les outils qui ont été présentés par Nicolas et même par Jean-Bernard sont intéressants parce que ces outils peuvent permettre de donner des insights aux collaborateurs ou aux managers, voire aux HR, sur les passerelles, les ponts qui existent entre les métiers. Et là, c'est par contre une des difficultés qu'on rencontre, nous, grands groupes comme ça, c'est que très souvent, on a des compétences où le niveau de granularité est pas toujours satisfaisant. Et ça, c'est une grosse difficulté pour nous, parce que parfois, on agrège des choses qui sont de différents niveaux. Par contre, c'est aussi intéressant quand on est capable d'avoir une approche sur ces compétences qui est notamment très drivée par ces compétences dites transverses, quoi. Parce que bien sûr, le matching, il se fait rarement sur ses compétences techniques, c'est relativement rare, mais davantage sur ses compétences transverses. Et c'est vrai que ça, c'est un point pour nous important à mettre en avant quand on travaille avec ce type de groupe. Là, récemment, pour vous donner un exemple, on a terminé un exercice de stratégique workforce planning, alors sur une fonction support qui est les ressources humaines. On a environ 1300 RH chez Sanofi, donc c'est pas mal, hein, on est 100 000, donc c'est à peu près normal. Et on s'est amusé à faire, on a fait ce travail de workforce planning avec deux objectifs. Le premier, c'est de savoir si on a les bonnes compétences à 3-5 ans. Et le deuxième, c'est de regarder les mobilités qu'on pouvait suggérer, pousser au sein de cette fonction. Et on a utilisé notamment un partenaire, alors que c'était pas Visor ou Monkey Tie, c'était un autre,
Et ce qui nous a intéressés, c'est qu'ils viennent vers nous aussi avec des insights sur les métiers en devenir pour cette fonction, mais surtout l'impact de la digitalisation ou de la numérisation sur certains métiers ou sur certaines compétences. Ce qui permet, nous, du coup, d'enrichir nos modèles, qui sont des modèles souvent quantitatifs, et de les enrichir, du coup, avec des approches beaucoup plus qualitatives, et d'essayer de regarder, de combiner ce qu'on appelle l'attrition, c'est-à-dire les gens qui vont partir naturellement de l'entreprise ou de façon volontaire, hein, puisqu'on on a des courbes d'attrition qui sont assez bien connues, mais surtout de relier cette attrition aux compétences des collaborateurs. C'est-à-dire si Franck Thibault part, il quitte l'entreprise, il quitte Sanofi, est-ce qu'il part avec un portefeuille de compétences avec lequel je vais avoir des problèmes à renouveler ou à remplacer, ou au contraire, les compétences qu'il a sont suffisamment génériques pour que je puisse facilement les retrouver en interne, voire sur le marché. Et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, et c'est là où des approches comme Viseur, comme Monkey ou comme d'autres sont intéressantes parce que elles peuvent quand même offrir assez rapidement cette approche de matching, mais ça reste pour moi des insights. C'est là où il faut être, pour moi, je pense, extrêmement prudent parce que c'est ce que disaient certaines personnes, hein, intelligence artificielle, intelligence superficielle, c'est quand même pas forcément très loin. Et il faut faire très attention de ne pas pousser des modèles sans derrière avoir un niveau je dirais, d'appréciation un peu plus poussé. Voilà, c'est les remarques que je voulais faire, mais moi je suis assez fan de ça. Mais encore une fois, hein, avec le concours des managers, avec le concours des experts des fonctions, avec le concours des RH, quoi. Et puis bien sûr des collaborateurs qui sont au centre de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Très bien, merci Franck. Je suis en minute, c'est parfait. Merci d'avoir partagé ton avis. À présent, Michel Barabel, je te propose de partager également ton avis d'expert. Alors pour rappel, tu co-diriges le Master 2 GRH dans les multinationales de l'IA Augusta Eiffel. Donc tu es notre directeur, c'est un peu pas évident forcément de te tutoyer, mais tu es également directeur des éditions du Labérage, rédacteur en chef adjoint du MyRH et professeur à Sciences Po. Ce qui permet de dire que tu es plutôt bien implanté quand même dans le paysage RH aujourd'hui. Michel, nous te laissons réagir. Merci Kevin et merci à tous les participants. En vous écoutant, j'ai quelques réflexions que je voulais partager avec vous et qui ouvrira peut-être le débat. Et au passage, Nicolas, tu m'as fait rigoler parce que l'inventeur du mot les RH avec le digital, c'est un quinquagénaire, François Gueuze. Mais c'est peut-être un ado post-68 qui voulait croire qu'il avait peut-être encore la flamme de ses années adolescentes. Ma première remarque, elle est liée au fait que je pense que la vision de la carrière comme quelque chose qui est séquentiel, un poste 1 vers un poste 2, va progressivement s'estomper. En gros, avec une durée de vie des compétences qui décroît, des définitions de job et d'intégration de plus en plus forte des technologies, l'acquisition de compétences, elle doit se faire de plus en plus progressivement et le passage d'un poste A à un poste B se fait de manière quasiment continue sans qu'on ait forcément ces grands changements qu'on pouvait avoir par le passé avec un poste dont le périmètre pouvait changer de 30-80%, ainsi de suite. Et donc moi je rêve de start-up et de solutions qui m'indiquent par exemple que tel hard skills aura perdu de sa valeur d'employabilité de 50% dans 6 mois et qu'à contrario, sur tel type de métier, on voit émerger une compétence qui pourrait demain être particulièrement importante pour exercer tel métier. Ma deuxième remarque, c'est aussi que les jobs sont de plus en plus structurés par projet, hein, ce qui est aussi compliqué par rapport à la fiche de poste où c'était des rôles et des missions. On voit que finalement, notamment alors peut-être pas pour les ouvriers employés, mais en tout cas pour les managers et les fonctions très transverses, la réalité d'un job, c'est une accumulation de projets et quelques missions. Donc le raisonnement par projet, en fait, on fait carrière quand on prend un nouveau projet, on participe à d'autres projets et donc on a besoin aussi de penser la carrière comme un nouvel agencement de rôles, de tâches, de projets et de missions et pas simplement comme un passage d'un point A à un point B. Ma troisième réflexion, et on en l'a depuis cet après-midi, c'est cette notion d'IA for good. J'ai du mal à adhérer
à une IA qui fait le tri, qui distingue. Mais en revanche, j'adhère totalement à une IA qui est au service d'eux, qui éclaire, qui informe, qui met les collaborateurs en posture réflexive. Et donc, j'attends d'une solution de carrière, une solution qui donne des éléments de veille, des éléments d'aide à la prise de la décision, entre guillemets, qui augmente la capacité d'un individu, acteur, comme le disait Nicolas, à prendre des décisions même de manière plus éclairée. Troisième, réflexion, c'est on se rend compte que d'une certaine manière, ce qu'un collaborateur attend quand on parle d'expérience collaborateur, d'un ensemble d'agencements qui comprend aussi bien des personnes réelles, des chargés de carrière et des outils, et puis des acteurs, que ce soit des coachs, des managers, des collaborateurs, des titulaires d'emploi auxquels on aspire. On veut d'abord une aventure émotionnelle. Donc, quelle que soit la valeur ajoutée d'un outil digital, il faut que l'expérience lors de cette réflexion sur la carrière permette de générer des émotions positives, du désir, de l'attrait, des sourires, une envie de relever le challenge. Et c'est la première attente pour moi. La deuxième, bien entendu, il y a le temps de la rencontre physique. Donc, il ne faut pas que le gestionnaire de carrière baisse en capacité à orienter, à aider. Au contraire, il doit monter en gamme. Et d'une certaine manière, pour moi, les technologies nous mettent tous au challenge d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus forte dans l'expérience physique qu'on fait vivre aux gens. Troisième, bien sûr, c'est une expérience digitale. Et là, on a une bonne illustration cet après-midi. Les applis, les outils avec de l'IA ou peu d'IA sont là aussi pour faire vivre cette expérience 24 heures sur 24 aux collaborateurs. Il y a une dimension aspirationnelle. Effectivement, ça doit faire sens pour la personne. Nicolas parlait de matching de compétences, montrer que ça a du sens. Puis il y a une dimension intellectuelle. Un challenge, ça doit stimuler, ça doit en partie faire peur, ça doit donner le sentiment qu'il y a une forme de progression. Et donc, le blended entre les outils et les équipes RH et le manager au service du collaborateur doivent arriver à satisfaire le collaborateur sur ces 5 dimensions. Je crois que le challenge est là. Et dans ce cas-là, on peut véritablement parler d'expérience augmentée à mon sens. Et donc, je voudrais revenir sur un point, mettre un collaborateur en posture réflexive, et Franck le disait un peu, c'est aussi parfois révéler un collaborateur à lui-même. Ce serait erroné de penser qu'un collaborateur, même s'il est doté de beaucoup plus d'outils d'aide à la décision, ne peut pas être conformiste, ou ne peut pas s'auto-limiter, ou ne peut pas se méconnaître. Et donc, faisons en sorte que aussi parfois, on sait que c'est dans le challenge que les gens se révèlent, proposant des anti-choix, des choix surprises, des choix dérotants, parce que l'acquisition de compétences se fait aussi parfois dans la difficulté et pas simplement drivé par un collaborateur qui rend en permanence une satisfaction de ses désirs et de ce qu'il est précédemment à une mobilité. Voilà en gros une première réflexion à chaud. Super, du coup, merci pour On a des questions. vos réactions. On a juste une petite question d'Alexandre Allange qui demandait si les collaborateurs acceptaient de partager leurs data. Du coup, j'ai vu, Nicolas, que tu avais répondu dans le chat, mais je te propose d'y répondre pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, alors effectivement, cette personne a raison. On parle de données, et s'agissant de personnalité, de valeurs, de dynamique comportementale, qui sont des données à caractère personnel. À la différence du premier type de données qui concernaient les compétences techniques des collaborateurs, autant il est tout à fait légitime de la part d'un employeur d'accéder aux compétences techniques de ses collaborateurs, c'est la moindre des choses, autant s'agissant des données de type test psychométrique, ce sont des données à caractère personnel et évidemment, par défaut, personne d'autre que le collaborateur lui-même ne les voit. Et donc, il construit son projet professionnel à partir de ces informations, mais il n'y a que lui qui les voit. Et il choisit ou pas de les partager avec qui il veut, quand il le souhaite. Et sans doute, mais c'est à sa main, avec son RH, quand il va commencer à parler et à lui montrer la copie, entre guillemets, devenue propre de son projet professionnel. Alors, à ce moment-là, effectivement, il peut ou pas, d'ailleurs, partager ces informations et les partager à un instant et les enlever ensuite. Voilà. Donc,
J'espère que je suis clair dans ma réponse. D'accord, et du coup, j'ai vu qu'on avait une autre question de Marie qui nous dit: «Il est donc indispensable d'ajouter l'humain à l'IA pour proposer un challenge». Alors, je sais pas si c'est pour qui veut, vas-y, Nicolas, vas-y. Mmh. Moi, je pense que l'IA, elle peut être très utile. Il faut l'utiliser, voilà, que rendre service, comme tu le disais, c'est une aide, un appui. Et il faut faire à la techno ce pourquoi elle est bien faite. Retrouver une aiguille dans une botte de foin, c'est la techno, c'est très bien faire ça. Hein. Voilà, faire un premier, effectivement, on le voit, on l'a vu dans la démo cet après-midi, à travers le parsing de CV et la sélection des offres d'emploi qui correspondaient à un profil et d'un profil qui correspond à des offres d'emploi. C'est très utile, mais c'est une pré-sélection. Ensuite, il faut laisser, alors, et c'est très efficace, ensuite, il faut laisser à l'humain toute sa place. Euh, Parler, à mon sens, de parcours de carrière prédictif, faire du matching prédictif grâce à l'IA, on rentre dans une logique qui, moi, me paraît pas très judicieuse. En fait, on rentre dans un système où on va être dans l'IA, par essence, elle va vous proposer des parcours à venir qui tiennent compte de ce que les gens qui ont fait la même chose que vous dans le passé ont fait. Voilà. On va dire, vous étiez chef comptable, bah, vous allez pouvoir devenir directeur comptable à 80% ou bien adjoint à ceci dans 20% des cas. Donc, elle est très déterministe, ouais, c'est le mot que je cherchais, très déterministe. C'est ne tient pas compte de ce qu'est le chef comptable en question, qui va peut-être demain devenir un très bon autre chose, développeur ou que sais-je. Si, si je peux peut-être ajouter un mot pour compléter, c'est Jean-Bernard Géraud. Ce que je pense en fait, c'est que quand on parle d'IA en matière de RH, on touche vite à des problématiques qui sont des problématiques pour le coup d'éthique. Parce que derrière l'IA, en fait, il y a des sujets qui sont des sujets profondément humains, des sujets qui sont des sujets de choix personnels et des sujets qui sont derrière des sujets d'orientation, qui mettent vraiment la vie des gens en exergue et avec des décisions qui vont avoir un véritable impact. C'est pour ça que, enfin, je pense que ça a été dit par les trois interlocuteurs, mais je pense que la vraie place de l'intelligence artificielle, c'est avant tout d'éclairer des décisions. Et ces décisions, en fait, il convient d'essayer de les éclairer sous un regard qui aujourd'hui n'existait pas. C'est-à-dire que la manière dont se faisaient finalement les développements de carrière dans beaucoup de groupes, enfin, je pense qu'autour de la table, on a tous connu, ça se faisait beaucoup à la cantine. C'est-à-dire que quand on avait besoin, quand on souhaitait changer de job, ou quand on souhaitait changer etc., qu'est-ce qu'on faisait? On commençait ça se fait toujours, on multiplie les repas à la cantine, et on essaie de se trouver un terrain d'atterrissage dans un job qui nous intéresse. Une fois qu'on a fait ça, ben, on met très souvent les RH dans la boucle. Là, ça, c'était possible, me semble-t-il, au XXe siècle. Aujourd'hui, les métiers changent plus vite que les hommes. C'est une des caractéristiques du monde dans lequel on est rentré. Je pense que la crise qu'on est en train de vivre va être un facteur accélérateur de tout ça. Ce qui veut dire que si on veut réussir à faire face à ces changements, si on veut essayer de ne laisser personne sur le bord de la route, ou en tout cas le moins de monde possible sur le bord de la route, il faut rentrer dans une logique qui va être une logique de définition de parcours professionnel qui va être beaucoup plus axée sur les compétences de chacun et non pas sur des espèces de trucs prédéfinis avec les 3 postes cibles, les 3 postes sources. Et si on n'a pas été junior analyste, on ne pourra jamais être senior analyste, etc., etc. De façon à pouvoir capitaliser finalement sur l'ensemble de ce que les gens ont pu faire pour pouvoir leur offrir un développement de carrière qui leur permettra de toujours avoir un job demain, et 2, leur permettra, si possible, aussi de s'épanouir. Voilà. L'enjeu qu'on a devant nous, il est là. Et dans ce contexte-là, la technologie a toute sa place si on sait la garder à la bonne place. Et je pense que s'il y a bien une chose que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est... En quelques mots, Jean-Bernard. Voilà. Je m'arrête.
Ok, d'accord, très bien. Tu peux finir ta phrase, Jean-Bernard, dans le Q&A. Discipliné, hein. Je veux savoir. Pardon? Tu peux finir dans le Q&A si tu veux. Effectivement, Non, oui, merci mais pour en cette fait, j'ai dit l'essentiel. Oui. Après, je peux en parler parce que Merci. c'est des convictions qui sont très fortes. Je peux en parler pendant des heures. Mais pour le coup, c'est super. Enfin, pour moi, c'est super important. C'est qu'en fait, l'IA, ça doit nous permettre d'ouvrir les chakras et non pas de les fermer. Et le grand danger d'une IA mal comprise ou d'une IA mal utilisée, c'est justement de les fermer. Moi, le meilleur commercial que j'ai connu de ma vie, c'est un type qui était introverti et timide. Autrement dit, si on avait pris les critères classiques du commercial, il n'aurait jamais dû être commercial. Sauf qu'en fait, le mec, il faisait ça parce qu'il adorait faire ça et il vivait ça quand j'en parlais avec lui. Il vivait ça comme une psychothérapie. C'était le meilleur de la boîte. Le meilleur de la boîte. C'était celui quand un client voulait changer de fournisseur, il l'appelait. C'était le seul auquel il filait un coup de fil avant. Donc voilà. Donc, je pense qu'il faut se garder je suis navré. de ça. Voilà. Alors, si vous souhaitez effectivement continuer vos échanges, alors tout à fait possible sur le chat, comme disait Michel. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez bien évidemment échanger sur le chat. Je suis navré, mais là, nous sommes obligés de clôturer cet atelier qui touche à sa fin. Merci à tous pour votre présence et vos partages d'expérience sur ce large sujet qui est la gestion de la mobilité, impactée quand même par les outils digitaux. Alors, c'est la fin de ce dernier atelier, mais je vous invite quand même à rester connectés parce que ce n'est pas la fin de la journée. Pour la conférence de clôture de ce bel après-midi qui sera co-présentée maintenant par Bénédicte de Raffaelli-Soisson, que vous voyez à droite de votre écran, qui vient de chez Cornerstone et qui est la fondatrice de Clustry, ainsi que Patrick Storey à gauche, le CEO de Flexity, sur le thème des données au service des collaborateurs. Tout de suite du coup, Mégane, je te laisse la main.